ajuster la caméra s'il te plaît. Voilà, donc en direct du Stade Bollaert du mythique Racing Club de Lens. Bonsoir, bienvenue dans le Pas-de-Calais, bienvenue dans cette nouvelle leçon d'histoire qui continue sur la révolution industrielle et l'exploitation du charbon. Alors nous sommes ici à Lens, dans une ambiance très chaleureuse ce soir. Nous sommes ici dans ce qui demeure le cœur du pays minier, un pays de mineurs dont les paysages, dont l'histoire, dont la mémoire ont été durablement façonnés par l'exploitation du charbon, qui demeure le symbole de la révolution industrielle. Alors je vais maintenant prendre ma place dans la tribune de presse là-haut. Je vous retrouve dans un instant. Alors on n'est pas à Lens malheureusement, on est dans mon salon, ce sont les joies du confinement, d'enseignement à distance. Mais si vous permettez, avant de commencer cette leçon, je voudrais quand même regarder la fin du match. Bien. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Je vous expliquerai d'abord la relation à faire entre la révolution industrielle et le charbon. Et on peut parler de partenariat entre les deux. Je vous expliquerai ensuite comment s'est formé le charbon il y a très longtemps. Nous verrons où sont situés les gisements de charbon en France et plus spécialement dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis surtout, nous verrons quelles étaient les conditions de travail des mineurs au XIXe siècle à travers les yeux du célèbre romancier Émile Zola et de son roman Germinal. Et nous terminerons cette leçon par l'évocation de la fermeture et de la reconversion des mines de charbon en France. Alors le point commun entre l'industrialisation de la France et l'exploitation du charbon, eh bien, il est dans ce schéma que nous avons déjà réalisé en classe et qui résume la révolution industrielle. Voilà, donc j'espère que ça vous revient. Alors tout s'accélère en fait à la fin du XVIIIe siècle avec la mise au point de la machine à vapeur de James Watt, une machine qui était suffisamment puissante pour entraîner les mécanismes d'une infinité d'autres machines dans tous les domaines de production, que ce soit le textile, la filature, le tissage, la métallurgie, pour scier des planches, pour produire des farines de toutes sortes, bref. Et quand je dis que tout s'accélère, c'est au sens propre aussi parce que l'invention du train, qui n'est rien d'autre qu'une machine à vapeur montée sur des roues, va permettre de transporter des marchandises, des passagers et des populations entières toujours plus loin, toujours plus massivement et toujours plus rapidement. En 1829, par exemple, la roquette de George Stephenson a été chronométrée, elle faisait des pointes à 40 km/h. Non mais c'est vertigineux pour l'époque, à tel point qu'on déconseillait aux femmes enceintes de monter à bord des trains parce qu'on craignait qu'elles ne fassent une fausse couche. Donc on assiste en quelques décennies à un bouleversement des transports et des modes de production en Europe. Et l'on voit la charrette qui devient le train, le voilier qui devient un paquebot, l'atelier devient une usine, l'artisan devient un ouvrier. Bref, c'est tout ça, la révolution industrielle. Voilà. Alors, je vous montre maintenant un paysage d'Angleterre. On est ici dans ce que les Anglais appellent le Black Country, c'est-à-dire le pays noir. On est au centre de l'Angleterre. Voilà. Alors au premier plan et au troisième plan, on voit deux mines de charbon qu'on reconnaît à leur chevalement. Les chevalements, ce sont ces grands ascenseurs avec une roue placée au-dessus du puits. Et c'est de là qu'on remonte la houille, c'est-à-dire le charbon. Ensuite, on voit un train, ici, qui emporte ce charbon vers les usines qui sont à l'arrière-plan, là-bas, qu'on reconnaît à leur grande cheminée. Et on a là, sur ce paysage, sur cette gravure, on a trois éléments. On a la mine, le chemin de fer, l'usine. Et c'est un paysage industriel typique du XIXe siècle. Et c'est donc le charbon qui fait tourner les usines, c'est le charbon qui fait avancer les locomotives, et c'est le charbon aussi qui est associé aux minerais de fer pour produire de l'acier ou de la fonte qui se répandent partout dans le monde pour construire des machines, pour construire des ponts en métal, pour fabriquer des locomotives, mais aussi les rails sur lesquels vont rouler ces locomotives.
Bref, tous les ouvriers qui sont en haut, dans les usines, eh bien, ils n'auraient jamais pu travailler s'il n'y avait pas eu, en bas, à 600, 700, 800 mètres sous terre, des gens pour creuser et remonter du charbon. Alors parlons maintenant du charbon en tant que matière première. Et disons tout de suite que le charbon que vous connaissez, c'est-à-dire celui-ci, eh bien, ce n'est pas le charbon dont on parle aujourd'hui. Ça, c'est du charbon de bois, on l'obtient en brûlant du bois, tout simplement. Le charbon dont je vous parle, il s'appelle en fait aussi la houille avec un H, et il s'est formé il y a très longtemps, il y a 300 millions d'années, à une époque qu'on appelait le Carbonifère, parce que dans Carbonifère, eh bien, tout simplement, il y a charbon. Et nous voici justement dans une forêt carbonifère. Alors les représentations varient selon l'imagination des artistes, et je serais vraiment bien en peine de vous proposer une ambiance sonore, puisqu'il n'y avait à l'époque ni mammifères, ni oiseaux, c'est pas comme aujourd'hui dans le jardin, il n'y avait même pas de dinosaures, qui viendront eux bien après. Par contre, il y avait ces grandes plantes là, qui sont en fait les premiers arbres, et qu'on appelle, tenez-vous bien, des lépidodendrons. Des lépidodendrons, et si vous regardez bien l'écorce de celui-ci, par exemple, là, eh ben on en retrouve parfois l'empreinte sur des morceaux de charbon qu'on a ramenés du sous-sol, comme celui-ci. Et pourquoi? Eh bien parce que le charbon s'est formé à partir de cette végétation luxuriante, ces forêts marécageuses, qui se sont décomposées il y a 300 millions d'années sous l'action de l'eau, et puis des sédiments qui ont été apportés là par les rivières qui entouraient la forêt. Et pour mieux comprendre le processus de formation du charbon, je vous propose une petite expérience. Voici un lit de sable. Et sur ce lit de sable, je vais déposer une forêt carbonifère. Donc, en vérité, ce sont quelques feuilles de salade. C'est ma végétation. Voilà. Et pour reproduire les marécages, je vais y verser un peu d'eau. Alors pas trop, hein, ce ne sont que des marécages. Voilà. Bien, maintenant cette forêt va grandir et puis elle va commencer à se décomposer avec le temps bien sûr. Et elle va être recouverte de nouveaux sédiments. Donc j'ajoute une couche de sédiments par-dessus ma forêt. Voilà. Par-dessus cette deuxième couche, j'ajoute une nouvelle forêt carbonifère. Que voici. Je la recouvre de sédiments. Une nouvelle couche. Je tasse bien le tout. Voilà. Et puis nous allons voir maintenant si nous obtenons du charbon avec l'ingrédient qui nous manque, c'est-à-dire le temps. Car il nous faut 300 millions d'années. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais aller boire un petit café et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bien. Alors, vous êtes toujours là? Vous avez du mérite. On va voir maintenant si notre forêt carbonifère a donné du charbon. Et voici le résultat. J'ai, non pas une, j'ai deux couches de charbon, qu'on appelle des veines de charbon. C'est pas beau? Et je vais maintenant pouvoir faire des prospections minières. Je vais creuser la terre. Et avec un peu de chance, eh bien, je vais pouvoir retirer des morceaux de charbon. Voilà comment les forêts carbonifères ont produit du charbon. On a donc un empilement de couches de charbon et de roches, c'est-à-dire de sédiments solidifiés, qui apparaît parfois de façon très visible à la surface de la Terre, comme lorsque le charbon affleure. On dit qu'il affleure à l'air libre, comme ici par exemple au Canada, avec des veines qui parfois sont structurées comme en millefeuille, de façon presque géométrique. Mais bon, ces photos ne sont pas en fait très représentatives du charbon qu'on a exploité en France, parce qu'en Europe, de manière générale, il a fallu creuser pour le trouver. C'est-à-dire qu'il a fallu descendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Le puits le plus profond de France a descendu
jusqu'à 1300 mètres en Lorraine. Voilà, donc en France, eh bien, le charbon, ça a été toute une histoire pour le remonter, et c'est cette histoire qui nous intéresse à présent. Impeccable. Alors la France a eu sa part de charbon, bien sûr, et elle ne s'est pas privée de l'exploiter pendant des siècles, depuis le Moyen Âge. Je vous rappelle que ce que je tiens dans la main, c'est du charbon de bois. Le charbon qu'on a sous nos pieds, c'est de la houille. On parle de bassin houillé au lieu de gisement de charbon. Alors où a commencé l'industrie minière en France? Historiquement, elle a commencé ici, dans les Cévennes, un peu plus au nord aussi, en Haute-Loire, bref, dans le Massif central, au Moyen Âge, au XIIIe siècle, mais je vous propose de regarder une carte un petit peu plus précise. Donc voici une carte des bassins houillés en France. Alors on distingue trois grandes régions d'exploitation du charbon. Historiquement, je vous le disais, c'est dans le centre et dans le midi de la France que l'industrie minière a commencé, et grossièrement à travers tout le Massif central, depuis le Tarn jusqu'en Saône-et-Loire. Et ça se retrouve parfois dans les noms de villes comme Épinac-les-Mines ou par exemple Monceau-les-Mines en Bourgogne. Et puis on a trouvé du charbon au XVIIIe siècle dans le nord de la France, et on va en reparler dans un instant, c'est le bassin du Nord-Pas-de-Calais. Enfin, pour finir, au XIXe siècle, on a découvert un troisième grand bassin en Lorraine, plus spécialement dans le département de la Moselle, où on a exploité du charbon jusqu'en 2004. Mais c'est donc dans le bassin houillé du Nord-Pas-de-Calais qu'on a extrait le plus de charbon en France. Et donc c'est à ce bassin, ici, que nous allons nous intéresser à présent. Voici maintenant une carte du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, avec le Pas-de-Calais à l'ouest, et puis le nord, si je puis dire, à l'est. Et ce gisement démarre dans le Pas-de-Calais et se prolonge évidemment jusqu'en Belgique, ce qu'on ne voit pas sur la carte. C'est une bande de terre qui traverse la région sur une centaine de kilomètres à peu près, et sur 4 à 12 kilomètres de largeur, avec au centre la ville de Lens où nous avons commencé cette leçon. Et c'est dans le département du Nord que commence vraiment l'histoire de l'industrie minière, avec la découverte d'une veine de charbon, pas très large, elle fait 1,20 m d'épaisseur, sur le territoire d'un gros village au nord de Valenciennes, Fresnes-sur-Escaut, et on est en 1720. Alors on voit ici le modeste monument qui rappelle cette découverte, avec les symboles de la mine, la roue du chevalement, le casque, le pic et la lampe du mineur. Et les propriétaires de ces terres à charbon vont fonder une compagnie, la Compagnie des mines d'Anzin, qui va très vite devenir le plus gros employeur de la région. Alors dans le département voisin du Pas-de-Calais, on regarde avec envie ce développement économique, on voudrait aussi profiter du charbon, on veut sa part d'or noir, alors on cherche en vain, on creuse sans succès, et puis un siècle plus tard, on finit par en trouver, à Oigny, juste à côté de Lens, un peu par hasard, en cherchant un puits dans le parc d'une châtelaine qui s'appelait Madame de Clercq, et qui voulait tirer de l'eau pour aménager un étang dans son parc. Alors elle fait appel à un ingénieur, il s'appelait Georges Mulot, qui trouve de l'eau à 130 mètres de profondeur, mais qui ne s'arrête pas en si bon chemin. Alors il tente sa chance, il se dit qu'il doit y avoir du charbon. Il continue de creuser, 140, 145 mètres, et puis il finit par en trouver du charbon à 150 mètres de profondeur. Donc on cherchait de l'eau pour une châtelaine, et puis on trouve du charbon pour toute la région. C'est une découverte capitale qui va bouleverser l'économie du Pas-de-Calais, et il existe encore un monument pour célébrer cette découverte dans le parc du château. Un monument qui représente un mineur avec son pic qui se découvre devant ce qui semble être la statue de l'abondance et de la prospérité. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Il va y avoir une ruée vers le charbon dans le Nord et le Pas-de-Calais. Il va y avoir un boom industriel extraordinaire qui va durablement modifier les paysages de la région. On va voir se multiplier les puits de mine avec leur chevalement, qui sont ces grandes tours avec une roue qui sert à remonter le charbon, je vous le disais tout à l'heure. Et autour de ces mines, on va construire ce qu'on appelle des corons, à la périphérie des villes. Et ce sont les maisons de mineurs qui affluent de toute la région avec leurs familles, parce qu'il faut bien les loger. Alors on invente une nouvelle façon d'habiter, de vivre ensemble, entre mineurs, dans de longues barres de briques divisées en logements individuels. Ce sont les fameux corons de la chanson de Pierre Bachelet, qu'on chantait au stade de Lens à tous les matchs.
Et puis, dans ces plaines du nord de la France, on va voir aussi apparaître des montagnes qui sont formées des résidus de la mine et qui ne sont pas du charbon. Ces montagnes existent encore, elles ont un nom, ce sont les terrils. Et on en compte un peu plus de 300 dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc des terrils, on en voit de loin en loin dans toute la région qui est assez plate. Et là où il y a une montagne, un terril, c'est qu'il y a eu un trou à côté, donc une activité minière. Alors les hommes dans tout ça, eh bien, je vais maintenant vous parler des mineurs de fond. Vous voyez ce portrait de mineur. Eh bien, vous comprenez aussi pourquoi on les appelle les gueules noires, parce que lorsqu'ils remontent à la surface, ils sont couverts de charbon. Et l'histoire de la mine, eh bien, c'est l'histoire des gueules noires. Voici deux mineurs, une photo prise début XXe siècle, avec leur équipement. Un casque de cuir qu'on appelle une barrette et qu'on pose sur un bonnet de coton pour protéger la tête. Une lampe, évidemment indispensable. Et puis un pic, on ne dit pas une pioche, mais un pic dont on ne voit pas très bien la pointe sur cette photo, mais qui sert à tailler dans la veine de charbon. On dit abattre du charbon. Alors la journée commence par la descente au fond du puits. Les mineurs s'installent dans les bennes à charbon, qu'on appelle des berlines, et ils descendent à 500, à 600, à 1000 mètres sous terre. C'est une descente très angoissante pour ceux qui n'y sont pas habitués. Et puis au fond de la mine, eh bien, chacun fait son travail parce qu'il y a des spécialités. Il y a d'abord les haveurs ou les piqueurs. Ce sont les hommes au front qui dégagent le charbon à coups de pic. C'est le travail le plus pénible parce qu'ils sont à genoux, ils sont couchés sous la veine de charbon, ils ne voient mais presque rien. Ils se prennent de la poussière sur la figure, ils se prennent de l'eau dans la figure. Émile Zola, dans son roman Germinal, en fait une description assez mémorable. Derrière les haveurs, il y a les herscheurs. Alors les herscheurs, ce sont les ouvriers qui sont chargés de ramasser les morceaux de charbon qu'on appelle des gaillettes. Ils les mettent dans des bennes et ils vont pousser ces bennes jusqu'au puits, c'est-à-dire jusqu'à l'ascenseur, parfois sur des centaines de mètres et même pire des kilomètres. Enfin, il y a, très important, les boiseurs. Les boiseurs qui sont chargés de consolider les galeries avec des poutres de sapin, des bois donc. Leur rôle est évidemment crucial pour la sécurité des mineurs. Parce qu'il faut dire que le travail des mineurs est extrêmement dangereux, en plus d'être pénible, et on meurt beaucoup au fond des mines au XIXe siècle, et on meurt essentiellement de trois choses, qui sont très bien représentées par le cinéaste Claude Berry dans son adaptation du roman Germinal, réalisé en 1993. On meurt d'abord des éboulements, quand les galeries sont mal boisées par exemple. Les mineurs finissent enfouis sous des tonnes de roches et de charbon, et là c'est la mort assurée quand c'est toute la galerie qui s'écroule. On meurt aussi de noyade. Quand une nappe phréatique est percée, eh bien, elle va inonder la galerie, et il n'y a plus rien à faire quand vous êtes à des centaines de mètres du puits, de cet ascenseur qui peut seul vous sauver en vous ramenant à la surface. Et puis on meurt des explosions d'un gaz contenu dans la roche, un gaz absolument indétectable, un gaz inodore, un gaz issu de la décomposition de cette antique forêt carbonifère dont je vous parlais tout à l'heure, et qui explose au simple contact d'une flamme, comme celle de la lampe d'un mineur par exemple. Eh bien ce gaz, c'est le grisou. Et le coup de grisou, c'est l'explosion fatale qui peut ravager toute une galerie, voire des kilomètres de galeries, comme dans les mines de Courrières en 1906 dans le Nord, un coup de grisou qui a fait 1099 morts, toute la région s'en souvient encore. Enfin, il faut aussi rappeler tout de même une quatrième cause de mortalité dans les mines, moins spectaculaire que les coups de grisou, mais beaucoup plus meurtrière, et c'est la silicose, qu'on appelle aussi la maladie des mineurs, qui ont les poumons infectés par les poussières du charbon. D'ailleurs, on voit au début du film le vieux Bonnemort qui recrache tout le charbon qu'il dit avoir avalé au fond de la mine. Donc le coup de grisou, c'est vraiment la hantise des mineurs parce qu'il est tout simplement imprévisible. Alors qu'on peut plus facilement vérifier l'étanchéité d'une mine ou contrôler le boisage des galeries. Alors la qualité du boisage de ces galeries, c'est précisément la question qui va déclencher le conflit principal du roman Germinal dont je vais maintenant vous parler.
Alors c'est un livre que je suis content de retrouver. Il prenait un peu la poussière, je dois dire. Émile Zola, Germinal, un roman publié en 1885, puis qui est un roman majeur de l'histoire de la littérature française, de notre histoire tout court aussi, celle du 19e siècle, parce qu'il rassemble en 600 pages dans cette édition tout le combat des prolétaires, des ouvriers, pour obtenir de meilleurs salaires, de meilleurs horaires, de meilleures conditions de travail, le droit de faire la grève, le droit de créer des syndicats, le droit de se défendre face au directeur de l'usine, face au patron, d'une manière générale. Je vais essayer de vous en lire un extrait tout à l'heure. Alors, que raconte ce roman? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Étienne Lantier et qui se présente en pleine nuit à l'entrée de la mine de Montsou, quelque part dans le nord, pour y demander du travail. Et il est embauché et il est très vite adopté par un mineur charismatique, un certain Toussaint Maheu, qui va lui faire rencontrer sa famille et qui va lui faire découvrir le métier surtout de mineur et bien sûr les misères de ce métier. Voilà. Je vais maintenant vous lire un extrait du roman, une page assez célèbre, où l'on est avec Étienne Lantier au fond du puits, et puis surtout avec le fameux Maheu, cet ouvrier haveur, ce mineur, un piqueur, qui taille dans le charbon à coups de rivelaine. Alors la rivelaine, c'est le pic du haveur. Et puis la taille, dans cette page, la taille, c'est ce pan de mur, mur de charbon qu'il faut abattre à coups de rivelaine. Pas une parole n'était échangée. Ils tapaient tous, on n'entendait que ces coups irréguliers, voilés et comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l'air mort, et il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissis par les poussières volantes du charbon, alourdis par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs chapeaux de toile métallique, n'y mettaient que des points rougeâtres. On ne distinguait rien. La taille s'ouvrait, montait ainsi qu'une large cheminée, plate et oblique, où la suie de 10 hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s'y agitaient, les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanche, un bras noueux, une tête violente, barbouillée comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes brusquement allumés d'un reflet de cristal. Puis tout retombait au noir. Les rivelaines tapaient à grands coups sourds. Il n'y avait plus que le halètement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue sous la pesanteur de l'air et la pluie des sources. Émile Zola. Alors Étienne Lantier trouve que les conditions de travail sont effroyables, et il en parle autour de lui, et il entraîne les mineurs à se cotiser pour financer une grève, pour obliger la direction, le patron, à concéder de meilleurs salaires. Et le conflit inévitable éclate entre le patron et les ouvriers, mais aussi entre les grévistes et les mineurs qui, eux, veulent continuer de travailler. Et ça devient très violent. Les machines sont sabotées, l'usine est incendiée, la mine est saccagée, le puits est noyé, et puis il y a des morts. Alors on fait appel à l'armée qui tire sur les grévistes. Et je ne vous raconte pas la fin de cette histoire pour ne pas vous gâcher le plaisir de découvrir ce formidable roman qui s'est inscrit dans l'histoire industrielle de la France. Alors nous arrivons au dernier chapitre de cette leçon sur l'industrialisation et le charbon. Et je n'ai pas évoqué l'histoire des mines au XXe siècle parce que ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Mais je voudrais terminer par l'évocation de la reconversion des bassins miniers, parce que je vous le disais tout à l'heure en introduction, toutes les mines ont fermé en France, et ce pour une raison très facile à comprendre, qui est d'ordre géologique. C'est qu'ailleurs dans le monde, il y a des gisements de charbon qui affleurent à l'air libre, comme ici par exemple en Australie,
où il suffit de se baisser pour le ramasser, tandis qu'en France, eh bien, il a fallu creuser pour trouver du charbon toujours plus loin et toujours plus profondément. Certaines galeries avaient fini par dépasser le kilomètre de profondeur. Donc le coût du charbon eh bien, a logiquement augmenté à mesure que son extraction devenait difficile. Et à la fin du XXe siècle, on a dû fermer les mines parce qu'il était devenu plus cher d'extraire de la houille, du charbon en France, que d'importer du charbon venu de l'autre bout du monde, c'est-à-dire d'Australie ou même de Chine. Tout simplement, le charbon français, dans un contexte de mondialisation des échanges, n'était plus compétitif. Alors il a fallu fermer les mines, il a fallu noyer les galeries, il a fallu les remblayer, il a fallu boucher, combler les puits, il a fallu licencier les mineurs et les former à d'autres métiers, et c'est ce qu'on appelle une reconversion. Et la dernière benne de charbon dans le Pas-de-Calais, la dernière gaillette, le dernier morceau de charbon est remonté de la fosse numéro 9 de Wagny, là où tout avait commencé, le 20 décembre 1990. Et on voit sur l'image que tout le monde veut toucher le dernier morceau de charbon parce que ce jour-là, les mineurs ont bien senti qu'ils tournaient une page importante de l'histoire de leur région. Alors une reconversion vers le tourisme s'est ensuite engagée. Les chevalets ont été repeints, ils ont été transformés en pièces de musée. Les vestiaires des mineurs sont visités aujourd'hui par les touristes. Les terrils sont devenus des espaces de promenade, de randonnée, des belvédères et même des pistes de ski. La ville de Lens s'est ensuite lancée dans l'accueil de nouveaux visiteurs avec notamment l'ouverture en 2012 d'une extension du musée du Louvre. Bref, après 2 siècles d'histoire minière, eh bien, la région se cherche encore un avenir économique. Voilà, nous arrivons à la fin du cours. J'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur le charbon. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette leçon. J'espère que ça s'est vu. Et nous allons terminer au milieu des arbres, des fougères, là où tout a commencé, dans une forêt. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils, à défaut de montagne, dont je voyais la campagne. Mon père était gallois, comme l'était sa maman. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les